Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Le Sénat. Kinshasa doit abriter une grande rencontre entre le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les représentants des différents parlements des pays membres de l'Union africaine. Il s'agit notamment de renforcer la cohésion au sein de cette institution panafricaine suite aux recommandations de la dernière réunion tenue en juillet dernier à Rabat au Maroc. Une réunion préparatoire de cette grande rencontre a eu lieu en début de semaine entre les présidents des deux chambres du Parlement de la RDC, Christophe Koudiam-Poinga et Modeste Bahati Lukwebo. Le président du Sénat nous en fait le compte-rendu. Nous sommes dans un système bicaméral et que, comme nous l'avions dit précédemment, nous allons régulièrement nous concerter pour la bonne marche du Parlement de notre pays. Plus particulièrement pour aujourd'hui, vous le savez, nous sommes en plein état de siège et nous avons été saisis par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous demande une fois de plus de proroger l'état de siège. Et nous sommes venus nous concerter justement pour savoir comment cela va se passer, quelle est la chambre qui commence par l'examen du texte de loi et ces choses faites. Donc l'Assemblée nationale se réunit déjà dès demain et nous allons prendre le texte en deuxième lecture. Mais en plus de cela, nous voudrions vous informer qu'il y a des délégations parlementaires du Parlement panafricain qui arrivent à Kinshasa. De haut niveau, nous aurons plus de 13 délégations parlementaires qui vont venir. Nos homologues qui vont accompagner, qui vont conduire ces délégations, nous avons le devoir de nous concerter avec mon collègue et aîné, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, pour que tout se passe convenablement et à la tradition africaine. Et c'est pour cette raison que nous étions accompagnés de nos experts pour nous assurer que tous les préparatifs vont bon train. Et en ce moment, je peux vous dire que tout est bien. Nous allons déjà, dès ce mardi, commencer à accueillir certaines délégations. Ces délégations qui viennent pour rencontrer le président en exercice de l'Union africaine et qui se trouve, si heureusement, être notre président de la République. Et une autre grande rencontre des parlements du monde, cette fois, est prévue en octobre prochain en Italie, avec comme sujets principaux les questions de développement durable et la Covid-19. L'ambassadeur italien accrédité en République démocratique du Congo est venu personnellement remettre l'invitation du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Suivez. J'avais demandé audience auprès du président du Sénat pour lui remettre une invitation à participer à une rencontre avec les autres présidents des parlements du pays du G20 qui va s'effectuer à Rome les 7 et 8 octobre prochains. Et bien sûr, le président Bahati a une longue histoire avec l'Italie parce qu'il a fait partie de ses études en Italie. Alors il a tout de suite accepté l'invitation. Il va se rendre à cette occasion à Rome. On va discuter des problèmes globaux, surtout les suites sociales de la pandémie en cours, les façons d'assurer un développement durable et équitable à tout le monde. Sixième prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. 81 sénateurs sur les 109 présents à la visioconférence tenant lieu de séances plénières ce mercredi ont voté pour ce projet de loi présenté et défendu par Rose Mutombo-Kiese, ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux. Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, a cependant recommandé aux membres du gouvernement d'intégrer les différentes recommandations des élus des élus. Suivez. Madame la ministre,
je salue votre participation à nos travaux et je vous donne la parole pour réagir aux préoccupations qui vous ont été adressées. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président du Sénat, je vous informe que je suis accompagné de mon collègue Mineta au développement rural, Excellence Rubota. Honorable... Nous saluons sa présence. Merci beaucoup, honorable président. Et de la ministre près du Parlement. Merci, nous saluons la ministre en charge des relations avec le Parlement. Honorable président du Sénat, honorables membres du bureau, honorables sénateurs et sénatrices, en marge de la présentation du projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, suite à l'invitation m'adressée le 17 août 2021 par l'honorable président du Sénat, je me fais l'agréable devoir de répondre aux préoccupations des honorables sénateurs. S'agissant des questions posées, je note que les unes relèvent de mon secteur, d'autres par contre relèvent des attributions du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et de la Défense nationale et anciens combattants. Elles trouveront certainement des éléments de réponse auprès de mes collègues ayant ces deux ministères dans leurs attributions et qui pourraient, sur votre demande, être appelés également à éclairer la lanterne des honorables sénateurs. Dans le communiqué de presse de la société civile de Masisi, transmis par l'honorable Pierrot Oueka, je révèle que la quasi-totalité des dénonciations y contenues ont été portées à ma connaissance lors de l'évaluation à mi-parcours de l'état de siège par la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Par rapport au cas de l'extorsion évoquée, j'ai donné injonction à l'auditeur général de la FARDC pour ouvrir les enquêtes et sanctionner leurs auteurs. Par ailleurs, si les honorables sénateurs connaissent les endroits où sont installées les barrières illégales, il y a lieu de les dénoncer avec précision pour que la justice prenne le relais. En outre, il est chiant de retenir que la justice ne reste pas indifférente face aux violations des droits de l'homme tant sur l'ensemble du territoire national que dans les deux provinces concernées par l'état de siège. L'honorable Kibaya Munembwe a révélé quant à lui 2 cas d'homicide. Celui d'une fille de 16 ans tuée à Louachi par un élément de FARDC ainsi que celui de M. Kassereka décédé dans les cachots de Beni. Le rapport reçu du chef du parquet militaire détaché à Masisi renseignait que l'instruction préjuridictionnelle était terminée et que le dossier était sur le point d'être envoyé devant la juridiction des jugements. Je ne doute pas que les audiences aient déjà débuté en ces jours. Pour le second cas, je vous informe qu'un dossier a été effectivement ouvert à charge de 3 militaires qui ont été amenés à Beni et ils ont même reçu une notification de leur comparution. S'agissant de la préoccupation de l'honorable Mukinti, quant au dysfonctionnement de l'appareil judiciaire dans les provinces concernées par l'état de siège, j'ai fait observer que quelques semaines seulement après l'entrée en vigueur de l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 proclamant l'état de siège, le ministère de la Justice a enregistré plusieurs doléances tant des opérateurs judiciaires, de la société civile et les élus du peuple à ces sujets. Il s'agit d'une part de la suspension des activités des juridictions civiles
dans les matières de droit commun, c'est-à-dire commercial, du travail et de la famille. Pourtant, non concernés par l'article 6 de l'ordonnance susvisée, d'autre part, de la carence des magistrats dans certains offices et juridictions. Vu que c'est seulement hier, vers la fin de l'après-midi, que j'ai eu l'invitation de me présenter devant votre chambre, je n'ai pas eu le temps matériel nécessaire pour me concerter avec mes collègues de l'Intérieur et de la Défense nationale en vue de trouver des réponses à d'autres questions pertinentes, notamment celles des honorables Chikez, Assoumani Amani, Ogi Ilunga, Chivuila, Lelo Nzazi, Évariste Bochab et le sénateur Baramoto. Leurs questions trouveront des réponses incessamment comme annoncé supra. Par ailleurs, j'enregistre avec considération toutes les recommandations formulées par les honorables sénateurs Tali Dacio et Mutombo Mbwebwe que je transmettrai fidèlement au gouvernement pour disposition utile. Je vous remercie, honorable président. Merci beaucoup, Madame la ministre d'État à la Justice et garde des Sceaux. Chers collègues sénateurs, vous venez de suivre les réponses de Madame la ministre d'État aux préoccupations soulevées par un bon nombre de nos collègues. Comme elle vient de le dire, les préoccupations vont au-delà des compétences du ministère de la Justice et des gardes des Sceaux. Et comme c'est un processus, nous poursuivrons les contacts avec les autres membres du gouvernement de manière à ce que les réponses nous parviennent, même par écrit. Cela nous permettra d'être fixés sur l'état des lieux de l'état de siège à ce jour. Et je souligne que l'objectif de ces échanges, que d'aucuns qualifient d'évaluation, c'est de nous permettre de regarder tous, sénateurs et gouvernement, dans une même direction, à savoir celle de la victoire finale, celle de la paix durable, en vue d'un développement durable dans cette partie du territoire national. C'est pourquoi j'exhorte le gouvernement à continuer à mettre toute information utile à la disposition des sénateurs et à prendre avec considération leurs critiques et leurs suggestions. Nous remercions Madame la ministre d'État, nous remercions également ses collègues qui l'accompagnent, à savoir le ministre d'État au développement rural, la ministre chargée des relations avec le Parlement, ainsi que leurs collaborateurs. Nous leur demandons de prendre congé de nous, à moins qu'elles ne puissent vouloir suivre toujours en visioconférence le reste de nos travaux parce qu'ils sont ouverts. Donc, ils sont libres. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les membres du gouvernement. À présent, nous abordons l'examen du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Je signale qu'il s'agit de la demande d'une 6e prorogation. Chers collègues sénateurs, nous venons d'échanger avec la ministre d'État à la Justice et garde des Sceaux sur l'état des lieux dans les 2 provinces. Les informations partagées nous auront permis notamment de comprendre la pertinence des arguments militant en faveur d'une nouvelle prorogation telle qu'exprimée dans la correspondance du président
de la République, ainsi que dans l'exposé des motifs du projet de loi sous examen. C'est pourquoi je propose que nous puissions procéder à l'adoption de ce projet de loi article par article. Les amendements éventuels sont à présenter séance tenante. S'il n'y a pas d'objection, nous passons à l'adoption du projet de loi article par article en commençant par l'intitulé. Il s'agit du texte de loi référence DL 33-87 qui vous a été transféré et placé dans vos casiers. Je demande à Madame la rapporteure adjointe de donner lecture de l'intitulé de ce projet de loi. Madame la rapporteure. Projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Allez-y. Voilà l'intitulé, chers collègues. Y a-t-il amendement à cet intitulé? Il n'y a pas d'amendement. Nous allons donc l'adopter. Qui sont pour? Veuillez le manifester. Pour l'intitulé. Merci. Baissez les bras. Collègue Batumoko, baissez le bras. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'intitulé est adopté. Nous passons à l'article 1er. Rapporteur adjointe, vous avez la parole. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours prenant cours le 19 août 2021, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, la prorogation de l'état de siège proclamé par l'ordonnance numéro 21 par 015 du 3 mai 2021. Voilà, chers collègues, y a-t-il amendement à l'article 1er? Je vois qu'il n'y a pas d'amendement. Nous allons donc l'adopter. Qui sont pour l'article 1er? Veuillez le manifester. Merci. Baissez les bras. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. L'article 1er est adopté. Article 2. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Y a-t-il amendement à cet article? Il n'y a pas d'amendement. Nous allons donc l'adopter. Qui adopte l'article 2? Qui sont pour? Veuillez le manifester. Merci. Baissez les bras. Baissez les bras. Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 2 est adopté. Article 3. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Y a-t-il amendement à l'article 3? Il n'y a pas d'amendement. Nous allons donc l'adopter. Qui sont pour?
Merci. Baissez les bras. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstient? Merci. L'article 3 est adopté. Nous passons à l'exposé de motifs. Rapporteur. Exposé des motifs. Pour répondre à l'impératif de la paix et de la sécurité longtemps recherché dans la partie est de notre pays, en proie à des violences innombrables depuis plus de 2 décennies, particulièrement dans les provinces de l'Ituri et Nord Kivu, le président de la République a, par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, proclamé l'état de siège partie du territoire national. Cet état de siège est entré en vigueur le 6 mai 2021, initialement pour 30 jours, puis prorogé jusqu'à ce jour. Depuis la dernière prorogation, les forces armées de la République démocratique du Congo ont accru les interventions opérationnelles avec un déploiement accentué des troupes régulières dans les zones concernées. Consciente des nombreux défis à relever et soucieuse d'apporter sa contribution à la réussite de l'état de siège, l'Assemblée nationale a initié, à travers sa commission Défense et Sécurité, une évaluation à mi-parcours de celui-ci. Cette évaluation en cours devra permettre à la représentation nationale d'obtenir du gouvernement, avec détail, les informations relatives aux avancées enregistrées sur le terrain opérationnel et de prendre les mesures de contrainte ainsi que de l'immensité des tâches restantes à accomplir afin de parvenir à l'éradication totale des forces négatives. Ainsi, en vue de permettre à nos forces armées de poursuivre les actions de rétablissement de la paix, de la sécurité, ainsi que de la restauration de l'autorité de l'État dans les provinces concernées, le gouvernement de la République a-t-il sollicité une nouvelle prorogation conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution du 18 février 2000, tel que modifié et complété par la loi numéro 11/002. Qui sont pour l'adoption de l'exposé de motifs? Veuillez le manifester. Ceux qui sont pour. Merci. Baissez les bras. Ceux qui sont contre. Merci. Ceux qui s'abstiennent. Merci. L'exposé de motifs est adopté. Chers collègues sénateurs, nous venons d'achever l'adoption de tous les articles de ce projet de loi ainsi que l'exposé de motifs. À présent, nous allons procéder au vote de l'ensemble de ces textes de loi. Je signale que le quorum avec procuration est présentement de 78 sénateurs. Le vote se fera en 2 temps, comme d'habitude. D'abord, les votes de ceux qui sont connectés, ensuite les votes par procuration. Je rappelle que le vote par procuration est réservé aux collègues qui résident dans des lieux à connexion Internet inexistant ou pas fiables ou qui sont malades et ne peuvent pas parler. Nous allons voter à main levée. Qui sont pour la nouvelle prorogation de l'état de siège sollicité par le gouvernement? Veuillez le manifester. Merci. Vous pouvez baisser les bras.
Qui sont contre? Veuillez le manifester. Ceux qui sont contre. Merci. Ceux qui s'abstiennent. Ceux qui s'abstiennent. Merci. Voilà. Merci. Nous allons donner le résultat du vote, mais pour me rassurer qu'il est authentique et fiable, je vois la main du collègue Vunabandi, mais est-ce que c'est une erreur? Collègue Vunabandi. Honorable Président, je pense que c'est une erreur. Non, je n'ai pas encore la main à l'air. J'avais déjà voté. D'accord. Vous avez voté pour, hein? Pour, bien sûr. Merci, Président. Merci. Voilà. C'est la seule préoccupation que j'avais. Voici. Maintenant, nous passons au vote par procuration. Le vote par procuration. Moi, je vote pour Mbonga, collègue Mbonga. Je vote oui pour collègue Mbonga. Merci beaucoup, collègue Guérengo. Paille, oui. Qui vote pour Paille? Nathalie, oui. Je vote pour les collègues. Je vote pour les collègues Katouma, Lelo et Mamboleo. Katouma est là. Merci. Elle a perdu la connexion. Merci, collègue questeur. Merci beaucoup. Je vais donner le résultat du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 81 membres ont pris part au vote. 81 membres ont voté oui. Aucun membre n'a voté non. Aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, en l'occurrence l'Ituri et le Nord Kivu. Ce projet de loi sera transmis immédiatement au président de la République pour promulgation. Mes sincères félicitations. Et le 15 septembre prochain, ce sera l'ouverture de la session budgétaire au Parlement. C'est en prévision de cela que le ministre Yves Bonkoulou est venu plaider en faveur de la jeunesse concernant la portion lui réservée dans le prochain budget 2022. Le plaidoyer concernait également la représentativité de la jeune frange congolaise au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Suivez. Il était pour moi l'occasion de faire un plaidoyer pour le compte de la jeunesse auprès de l'honorable président du Sénat. Comme vous le savez, nous sommes pendant une période où, au niveau du gouvernement, nous sommes en conférence budgétaire et nous avons pensé que le Sénat étant la chambre haute, qui fait partie des organes ou soit des institutions qui décident sur le budget, et nous avons voulu demander à l'honorable président d'essayer de voir comment est-ce qu'avec son accompagnement, des questions de jeunes devraient être prises en compte avec un budget conséquent pour nous permettre réellement de répondre aux attentes et aux préoccupations de jeunes telles que ça sera proposé par le gouvernement. Et deuxièmement, c'était l'occasion pour nous. Vous savez, nous sommes pendant une période où il y a le bureau de la CENI qui est en train d'être composé. Nous avons fait un plaidoyer également auprès de l'honorable président pour que la jeunesse également trouve sa place au sein du bureau de la CENI, et comme c'est repris au niveau de la loi portant organisation de la CENI. Et troisièmement, nous avons remercié l'honorable président de la CENI qui nous a accompagnés dans le cadre de nos attributions de la cohésion nationale
à tenir un atelier avec la société civile. Nous avons commencé par la société civile d'ici de Kivu. Nous allons continuer également avec la société civile du Nord Kivu, de l'Ituri et de toutes les autres provinces sur des questions liées à la cohésion nationale, mais aussi l'honorable président est très attaché sur la question de lutte contre les tribalismes que nous vivons ces derniers temps. Et la société civile était également au cabinet du président du Sénat pour parler de la centrale électorale. Il s'agissait là des bons offices mis en place par cette frange pour pouvoir atteindre les différentes personnalités ayant une implication directe ou indirecte dans la mise en place des prochains dirigeants de la CENI. Suivez. Nous nous intéressons à la question du blocage de la désignation du président de la CENI par les confessions religieuses. Et dans le cadre de cette mission, nous sommes venus voir l'honorable président du Sénat, qui est aussi un ancien de la société civile, pour d'abord lui présenter notre mission et aussi pour essayer de recueillir auprès de lui des éléments de sagesse qui peuvent nous aider à guider cette mission. Et je pense que nous avons bien atterri avec le président du Sénat et que notre mission se poursuit. Maintenant que l'Assemblée nationale a accordé 72 heures aux confessions religieuses, nous allons amplifier notre mission et espérer ensemble avec les institutions du pays arriver à mettre les confessions religieuses d'accord et obtenir le président de la CENI. Donc c'est ça l'objet de notre visite. Et de leur côté, les sénateurs de Kinshasa s'en vantent en guerre contre les différents maux que connaissent les Kinois au quotidien. Ils mettent à profit leurs vacances parlementaires pour s'imprégner des différentes problématiques concernant la gestion de la capitale. C'est le sens même de leur rencontre avec le numéro 1 de l'exécutif central, le Premier ministre de la République, Samalou Kondé. Suivez. Cette audience, nous l'avons eue dans le cadre de nos vacances parlementaires. Constitutionnellement, entre les sessions, les parlementaires, les sénateurs doivent aller dans leur circonscription électorale. Et notre circonscription électorale, c'est la ville de Kinshasa, pour voir les problèmes au niveau de la ville, dans tous les secteurs. Et pendant ces vacances parlementaires, la thématique centrale pour les sénateurs de Kinshasa, c'était la riposte contre la COVID-19. C'est ainsi que nous avons souhaité rencontrer le Premier ministre, qui est le président du comité multisectoriel de lutte contre la COVID, pour voir avec lui comment est organisée la riposte contre la COVID-19 au niveau de la ville de Kinshasa. Mais en dehors de cette problématique ou cette thématique centrale, nous avons abordé avec le Premier ministre les différentes préoccupations que nous avons traduites au niveau de Kinshasa en ce que nous appelons les 10 projets des sénateurs pour la transformation de la ville de Kinshasa. Le Premier ministre a été très positif. Nous avons trouvé une oreille très attentive auprès du Premier ministre et qui a même laissé une porte ouverte en disant que on a eu une première séance et que sa porte est restée grandement ouverte pour la poursuite des discussions sur les questions que nous avons abordées. Et il faut préciser que les vacances parlementaires des élus de Kinshasa sont placées sous le thème principal de la COVID-19. C'est ce qui explique leur descente à l'Institut national de recherche biomédicale. Leur délégation conduite par le président du groupe provincial de Kinshasa, le sénateur Didier Moumégué, est allé à la rencontre du professeur Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum et de son équipe. Suivez plutôt ce reportage. Docteur Mouyembe, au nom de tous les sénateurs de la ville de Kinshasa, nous vous présentons nos sincères remerciements. D'abord pour la promptitude de votre réaction. Vous n'avez pas pris 24 heures pour répondre positivement à notre demande de visiter l'INRB. Nous voulons vous manifester notre infinie gratitude. Nous avons une tradition au Sénat qu'on appelle les vacances parlementaires. Il s'agit des travaux sur terrain des sénateurs pour faire rapport au Sénat sur l'état,
sociale, culturelle, économique de chaque circonscription d'où les sénateurs sont issus. L'Institut national de recherche biomédicale a accueilli ce lundi 16 août une délégation de sénateurs de Kinshasa. Les élus des élus, avec à leur tête le président de leur groupe provincial, Didier Moumengi, sont venus s'imprégner de l'organisation de l'INRB ainsi que des questions relatives à la riposte contre la Covid-19 dans la capitale. Au cours des échanges avec le numéro 1 de cette structure sanitaire, le professeur Jean-Jacques Mouyembe et ses collaborateurs, les sénateurs se sont apaisantis notamment sur les stratégies de communication, le niveau de financement des opérations ainsi que la fiabilité du dépistage aux frontières. Pour la première vague, la majorité de 1400 cas étaient importés. Importés, c'est-à-dire que quelque part, les filtres sanitaires mis en place restent poreux. Et nous le constatons nous-mêmes, nous les voyageurs. Lorsqu'on arrive, on transite par un dépistage à résultat différé. Alors qu'on a la latitude, après le dépistage, de sortir et pendant 48 heures, peut-être 72 heures, peut-être pas du tout, on a le temps de renforcer la propagation du virus et que dans notre système de tracking des cas contacts, cela n'est pas suffisamment performant, non seulement pour retrouver les cas positifs, identifier ces contacts, pour le prendre efficacement en charge. Nous pensons qu'il faut rénover les systèmes, peut-être instaurer ce que nous trouvons partout ailleurs, si nous en avons le moyen, c'est-à-dire dès l'arrivée, après les dépistages, quarantaine avant les résultats. Sinon, il faut peut-être passer par des tests rapides pour avoir les résultats sur les champs et mettre en quarantaine ceux qui sont positifs et libérer les négatifs. Or que la gestion d'une pandémie de cette ampleur devrait donner une place prépondérante à la communication sociale et à la sensibilisation citoyenne. Plusieurs personnes communiquent et on ne voit pas les prolongements de cette communication, notamment dans ce qui est les cénacles actuels de la communication, c'est-à-dire les réseaux sociaux. On laisse les réseaux sociaux aux rumeurs, alors que nous avons les moyens aussi d'assiéger les communications par une communication de confiance et de qualité. Nous remercions le docteur qui a présenté la situation épidémiologique, mais quand nous regardons les figures qui sont présentées, on confirme que la troisième vague est la plus dangereuse et la plus contagieuse, telle que ça a été annoncé. On les voit par les chiffres. Mais la question qu'on est en train de se poser, lors de la première vague, le secrétariat technique de la riposte, avec le partenaire, vous avez produit un plan de riposte qui a été chiffré à 135 millions de dollars. Et lors de la première vague, on a vu la mobilisation des ressources qui a été faite et on a vu le résultat. Mais au niveau de la troisième vague, la première question qu'on aimerait se poser, quel était le niveau du financement de la riposte au niveau de la troisième vague? La communication a été plus intense lors de la première vague. Et par contre, à la troisième vague, la communication affaiblie. Ce paradoxe est dû à quoi, docteur? Parce que là où la vague qui a fait plus de morts, il y a pratiquement
pas de communication. Et là où il y a eu moins de morts, il y a eu une communication intense. Pourquoi ce paradoxe? Des préoccupations auxquelles ils ont obtenu des réponses satisfaisantes qu'ils ont, à leur tour, enrichi de leurs propositions avant d'avoir droit à une visite guidée des lieux par leur hôte. Les sénateurs ont découvert l'organisation pointilleuse de l'INRB à travers la multitude des services allant de l'administration aux différents laboratoires ultramodernes de prélèvement et de culture des agents pathogènes. Et au terme de ces échanges entre la délégation des sénateurs de Kinshasa et l'équipe de l'INRB, le professeur Jean-Jacques Muyembe ainsi que le sénateur Didier Moumengi ont fait le point de cette rencontre. Suivez. L'INRB a été honoré par la visite des honorables sénateurs de la ville-province de Kinshasa. Et nous avons profité de cette visite pour leur montrer ce que l'INRB fait ici, en RDC, en tant que laboratoire national de santé publique. Et ils ont eu l'occasion également de visiter les nouvelles infrastructures que nous avons, notamment les visites des laboratoires P2 et P3, qui ont été offerts par la coopération japonaise JICA. Et tout à l'heure, nous venons également de visiter la biobanque, c'est-à-dire l'endroit où l'INRB conserve les échantillons des virus pathogènes comme Ebola, Marburg, etc. Et d'après ce que j'ai vu sur leur visage, les sénateurs étaient vraiment émerveillés de savoir qu'il y a de telles infrastructures dans notre pays et surtout ici à Kinshasa. Je voudrais simplement remercier donc les sénateurs et qu'ils soient nos interprètes auprès des autorités pour que l'INRB puisse avoir les moyens, n'est-ce pas, de son fonctionnement. Comme nous le voyons ailleurs, par exemple au Kenya et en Ouganda, où leurs instituts de recherche sont vraiment soutenus par le gouvernement. Et nous remercions également les partenaires qui nous aident donc dans la lutte contre les épidémies et notamment la pandémie Covid-19. Au peuple congolais, tous allés à Congo, tous un institut moko ya munene, babengo INRB, Institut national de recherche biomédicale, oyo azali pendant la lutte contre la pandémie. Donc, ezali institution ya bino, il faut vous soutenir yango, vous avez confiance na INRB, oyo azo sala nyonso pour teba épidémie wana esila. Nous avons aujourd'hui visité une infrastructure de recherche biomédicale extraordinaire, avec un personnel d'une qualité professionnelle inhabituelle dans notre pays. Cette infrastructure mérite tous les soutiens de la République. Et nous allons faire le plaidoyer pour qu'il en soit ainsi. Et les personnels de qualité que nous avons trouvés ici, dans tous les compartiments de cet institut, méritent la reconnaissance de la République. Et le professeur lui-même a droit à la plus haute récompense de la République. La récompense, c'est un outil d'exemplarité. Dieu a voulu que nous ayons le professeur Muyembe dans d'autres pays. Il faut que la République fasse en sorte qu'il y ait des milliers ou des millions de Muyembe dans ces pays. C'est seulement comme ça qu'on peut améliorer l'intelligence collective congolaise et avancer concrètement vers le développement. Nos échanges nous ont permis de maîtriser tous les aspects surtout techniques de la riposte. Les professeurs et ses collaborateurs
nous ont fait part de leurs doléances, de leurs préoccupations. Et nous avons décidé de faire non seulement un plaidoyer pour que toute la pensée technique qui s'élabore dans cet institut soit prise en considération au niveau du gouvernement de la République. Parce que ce n'est que l'écoute faite aux scientifiques qui peut améliorer non seulement la mitigation des risques de propagation de cette pandémie, mais aussi l'éradication éventuelle de cette pandémie. Nous sortons de cet institut avec la certitude, et si nous faisons confiance à nos scientifiques, si nous faisons confiance à l'INRB, ce pays est à mesure de donner un exemple au monde, l'exemple d'éradication du virus, du coronavirus dans ce pays. Comme le professeur l'a fait avec Ebola, les intelligences qui existent dans cet institut nous permettent de croire qu'une gestion robuste, rigoureuse et efficace de cette pandémie est possible. Faisons confiance à l'INRB et au professeur Muyembe. En tout cas, nous les sénateurs, nous prenons l'engagement de faire les plaidoyers et les recommandations qu'il faut pour que cet institut puisse sustenter la République avec ses meilleures intentions, surtout ses meilleures expertises. Nous avons foi que notre recommandation sera robuste et que ça portera des fruits et que demain, peut-être, les Congolais vivront autre chose par l'intelligence de l'INRB. Et l'allègement des différentes mesures relatives à la lutte contre la Covid-19 et l'ouverture progressive des différentes frontières à travers le monde remettent sur la selle plusieurs événements. C'est le cas de le dire pour la RDC qui sera représentée prochainement au Zénith de Paris en France par la star, l'artiste musicien Noël Ngiamadi Werason qui va se produire dans cette salle mythique. Il est venu en parler au numéro 1 du Sénat, Modeste Vati. En fait, c'était juste pour nous informer que dans quelques jours, nous voyager en France pour une prestation où il y a un concert, grand concert événementiel dans le Zénith de Paris avec l'orchestre Wenge Musica Maison Mère, où ils ont attendu, ça fait 10 ans sur l'espace Schengen, le concert est bien raté. Alors je ne pouvais jamais voyager sans passer chez le président Bahati pour informer, puis nous avons représenté le pays à l'étranger. C'est-à-dire concert on a repressé et assure l'image du pays. Drapeau Yamboka, Bilamba Yamboka, parce que c'est pour promouvoir la culture congolaise. Et on a informé à Ibaki, dans 3 semaines je dois voyager en France pour une prestation aux Zénith de Paris. Et ça, tout le monde a équipe et voyagaka et qui représente Mboka à l'étranger. C'est comme nous, sur les artistes musiciens. Tant qu'on a à l'étranger, donc tous autres représenter le pays. Voilà, je ne pouvais jamais voyager sans que les cas pour informer l'autorité à Mboka. Et c'est donc la fin de ce numéro du magazine Le Sénat. Merci d'avoir été nombreux à le suivre. Je vous retrouverai avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été au rendez-vous. Au revoir.